d'abord, les questions banque centrale et Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des prochaines réunions qui vont clôturer cette année 2022, la semaine prochaine notamment pour la Fed et la Banque Centrale Européenne. Mais vous l'avez écrit cette semaine, Frédéric, il y a un sujet fascinant dans le monde des banques centrales. C'est la question des pertes des banques centrales. Très nouveau, qu'on n'a pas connu depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, mais la normalisation monétaire a un coût financier également pour le PNL des banques centrales, on va le dire comme ça, Frédéric. C'est un sujet assez pointu, évidemment, mais c'est un sujet dont il faut parler néanmoins, et vous l'avez fait très clairement à travers une note cette semaine, Frédéric. Donc je voulais qu'on aille un peu sur les conclusions, effectivement, que vous avez pu retirer de cette mécanique financière qui se joue pour les banques centrales, avec cette question assez simple. Est-ce que c'est inquiétant de savoir que les banques centrales enregistrent des pertes aujourd'hui sur leur bilan ? Alors la réponse courte est non, absolument pas. Une banque centrale, ce n'est pas une banque commerciale, elle n'est pas sujette aux mêmes règles de comptabilité. C'est d'ailleurs une partie du secteur public dans son ensemble, donc on comprend même intuitivement que quelque part ça fait partie aussi du gouvernement. Hein, et une perte d'une banque centrale reflète en général une activité, une décision qui a été prise également côté budgétaire. C'est un non-sujet a priori en théorie, mais fascinant en pratique, c'est vrai. On en a reparlé cette semaine parce que la Banque centrale de Belgique, qui est un peu un ovni dans l'eurosystème des banques centrales nationales européennes, parce qu'elle est en partie cotée sur les marchés, a émis un profit warning, hein, et a signalé des pertes à venir, peut-être même de l'ordre de 10 milliards d'euros sur plusieurs années. La Banque centrale néerlandaise l'avait fait avant elle. On a des exemples en Australie, au Royaume-Uni, qui sont aussi un petit peu particuliers. Chaque situation est différente. Donc ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, ce n'est pas un problème. Une banque centrale peut même opérer dans des cas extrêmes avec un capital négatif, hein, des pertes vraiment inscrites à son bilan pour plusieurs années. On a eu la Suède, le Chili, tout un tas d'exemples historiquement. Deuxièmement, c'est le reflet et la photo aujourd'hui d'une normalisation monétaire, effectivement, qui va durer. Donc ce n'est que le début d'un processus, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. La plupart de ces banques centrales ont engrangé des profits massifs pendant plusieurs années, en parfois taxant les banques, hein, avec des taux négatifs, entre guillemets, mais c'est ce qui s'est passé en pratique, en achetant de la dette dont le prix s'est apprécié, en achetant tout un tas d'actifs dont les prix sont appréciés. Donc même comptablement, même si on pensait que c'est un problème dans certains cas, ce n'en est pas quand on prend un peu de recul, compte tenu de tous ces profils qui ont été accumulés. Et puis enfin, les aspects plus précis, cas par cas, eh bien, malgré tout, il peut y avoir des conséquences, à court terme en tout cas, en termes budgétaires notamment. Le Royaume-Uni, il y a un accord spécifique entre le Trésor et la Banque centrale. Le Trésor doit indemniser les pertes de la Banque centrale. L'Australie, pour une raison qui personnellement m'échappe, a décidé de mark-to-market les pertes sur ces détentions de dettes, donc vraiment d'enregistrer les pertes comptablement, et donc il pourrait y avoir une peut-être potentiellement recapitalisation, un appel aux contribuables. Il y a quand même des cas où il peut y avoir des conséquences, même si la théorie vous dit que c'est un sujet qui, a priori, n'a pas d'implication pratique pour l'économie réelle ni pour les marchés. Si je comprends, donc ça n'a pas d'implication sur la conduite de la politique monétaire. En revanche, ça a des conséquences budgétaire pour les États, Frédéric, il faut peut-être le rappeler, dans l'eurosystème notamment, les trésors nationaux se sont vus verser des dividendes importants justement en provenance de l'eurosystème, de la Banque centrale européenne et des banques centrales domestiques. Évidemment, ce schéma-là, il est terminé. Est-ce que ça veut dire que les budgets vont devoir enregistrer un manque à gagner, des pertes de ce point de vue-là ? Probablement pas, et il n'y a pas non plus de nécessité de recapitaliser ces banques centrales. La BCE l'avait fait au début de la crise de la dette souveraine. Il y a une décision politique, c'est quasiment psychologique, j'allais dire, en termes de crédibilité, qu'une banque centrale ait peut-être suffisamment de réserves, mais elle les a. La BCE a et des buffers, des matelas d'amortisation de ces pertes absolument gigantesques. La question, elle est plutôt institutionnelle en zone euro. C'est un objet, cette union monétaire, extrêmement compliquée. Il n'y a pas d'harmonisation des pratiques entre, j'ai cité la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. Il y a des différences de pratiques. Il y a quelques zones d'ombre juridiques également sur la capacité de la BCE à renflouer une banque centrale nationale en particulier. Il faut rappeler enfin, dans le cas de la zone euro, que c'est un petit peu plus compliqué qu'ailleurs parce que certaines banques centrales ont acheté des dettes à des taux négatifs et pourraient, même sans les vendre,
enregistrer des pertes. Et puis le niveau de réserve des banques commerciales est tellement important, hein, plus de 4 000 milliards d'euros, qu'il faut les rémunérer à un taux d'intérêt qui monte. C'est de la politique monétaire normale, mais compte tenu de ces excès, de ces montants qu'on n'aurait jamais imaginés au moment de la création de l'euro, on se retrouve dans une situation où on a fait le calcul dans la note, on peut imaginer des transferts de la Banque centrale aux banques commerciales de l'ordre de 50 et pourquoi pas 100 milliards d'euros par an dans des cas extrêmes, ce qui est quand même politiquement un petit peu sensible. Donc je crois que c'est vraiment in fine une question politique. Il y a une solution radicale, probablement en zone euro, qui n'est pas envisageable aujourd'hui, mais qui serait de complètement abolir toutes les banques centrales nationales, d'avoir une seule banque centrale, puisque c'est le cas aujourd'hui. Les banques centrales nationales ne sont que les outils de transmission et de mise en œuvre de la politique monétaire qui est décidée à Francfort. Donc je trouve que ça pose des questions, en tout cas politiques, très intéressantes. Bon, voilà pour ce sujet de fond, effectivement. Et de ce point de vue-là, ça montre bien qu'on a changé d'air par rapport au cycle précédent, Frédéric. Si on en vient aux prochaines décisions, alors plusieurs banques centrales s'expriment là en cette fin d'année. Peut-être que les réunions les plus importantes de la semaine prochaine seront celles de la Fed et de la Banque centrale européenne, avec des nouvelles projections économiques, les nouvelles projections de taux également des membres de la Réserve fédérale américaine. Les deux sont attendus avec une hausse de 50 points de base, Frédéric. C'est peut-être d'ailleurs un point commun déjà à ce stade entre la Fed et la BCE. Oui, et je pense que malgré quelques petites voix dissonantes et peut-être quand même un biais, hein, au quiche toujours avec ces banques centrales qui ont envie d'en faire plus et d'être convaincues que l'inflation est vraiment en train de refluer avant de ralentir la cadence. Les deux, en tout cas, la Fed et la BCE vont très probablement monter les taux de 50 points de base, donc baisser d'un cran la vitesse du resserrement monétaire. On attend également la Banque nationale suisse, la Banque d'Angleterre sur ce même type de montant. Donc la difficulté, c'est plutôt la communication, ne pas laisser le marché s'emballer. Et c'était la difficulté du discours de Powell récemment aussi, avec l'idée que c'est bientôt une pause. Non, les banques centrales ralentissent la cadence, mais quelque part, l'analogie pour gravir une montagne, c'est de ralentir un petit peu quand la pente devient plus raide, mais pour aller plus haut et pour y rester plus longtemps. Donc ce message-là doit vraiment être martelé, je pense, par la Fed et la BCE la semaine prochaine. Les données sont plus importantes que jamais, notamment en termes d'inflation et de salaire. De ce point de vue-là, en zone euro, un peu plus encourageant, disons, qu'il y a 1 ou 2 mois. Et puis, pour le cas de la BCE également, la Fed, c'est déjà le cas, mais la BCE, c'est moins clair. La liquidité, la gestion du bilan. On aura ce vendredi une nouvelle annonce de remboursement de TLTRO qui va réduire le bilan de la BCE, mais ce n'est pas suffisant. Elle veut s'engager dans un quantitative tightening, dans une réduction graduelle de son bilan, qui, je pense, commencera au début du 2e trimestre à un rythme très lent, prévisible. Voilà. L'idée, côté BCE, c'est de vraiment pouvoir monter les taux aussi haut que possible, au moins 2,5% selon nous, pourquoi pas plus haut. Dans ces conditions, il faut maintenir une stabilité financière et ne pas surprendre du côté de la liquidité, du côté de la gestion du bilan. Comment est-ce que vous regardez à ce stade le rallye obligataire, Frédéric, alors qui nous ramène quelques mois en arrière sur le niveau des taux longs américains ou européens? Est-ce que c'est avant tout un rallye de soulagement? On est content de savoir que le pic d'inflation est sans doute dépassé aux États-Unis, proche de l'être en Europe, ou est-ce que c'est déjà un rallye d'inquiétude avec l'idée de la récession imminente, peut-être déjà là en Europe, peut-être là demain aux États-Unis? Un peu des deux, et je pense que le marché obligataire anticipe davantage une récession ou un ralentissement très marqué, également un reflux de l'inflation peut-être plus rapide que ne l'anticipe le marché action. Il y a une petite dichotomie ici malgré tout. Il y a l'idée d'anticipation de baisse de taux de la Fed dès l'année prochaine, ce qui est probablement trop tôt d'un point de vue de la Banque centrale. C'est quelque chose qu'on aurait tendance à contredire, en tout cas peut-être à se positionner pour un moment une déception, et à nouveau des relents au quiche de la Banque centrale, comme je l'ai dit. Donc peut-être qu'on est allé un petit peu loin à court terme. On a également, de manière historique et saisonnière, beaucoup d'émissions de dettes d'État et d'entreprises au premier trimestre à attendre l'année prochaine. Je dirais pas une forme de complaisance, mais on l'a vu cette année, les choses vont très vite dans un sens et dans l'autre. Le marché obligataire est probablement aujourd'hui dans une situation un tout petit peu plus marqué, encore une fois, en termes d'anticipation que le marché action, et notamment l'inversion de la courbe des taux qu'on recommence à faire un peu la une avec ce 2-10 ans qui atteint des points bas. Mais ça va, je pense, également être une tendance plus marquée, peut-être même structurelle pendant un moment. Ça ressemble aux années 70 ou même avant, dans la mesure où la Fed doit, encore une fois,
maintenir ces taux d'intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, je pense, que ce que le marché anticipe aujourd'hui. Ouais, le higher for longer, effectivement, qui est désormais la séquence pour la Réserve fédérale américaine à travers 2023. Merci beaucoup Frédéric pour votre éclairage toujours précieux sur les politiques monétaires et les décisions à suivre la semaine prochaine pour la Fed et la Banque Centrale Européenne. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous en visioconférence depuis Genève.